à tous. Sébastien Lagarde, donc le directeur technique de la société Insight. Je vais commencer par remercier les organisateurs pour d'abord votre dynamisme dans les mises en scène, la petite voix, tout ça, machin. C'est super, ça donne un petit peu de fun, c'est vraiment super. Aussi de nous mettre la pression avec vos caméras. C'est super cool. Moi qui suis vachement à l'aise avec les caméras, vous avez pu le voir dans la vidéo, ça me met pas du tout la pression. En plus, on ne peut plus dire de bêtises, tout est enregistré. Je vais remercier aussi mon chef Jean Massenet, vous avez vu en vidéo là, qui me pousse à faire des présentations tous les ans en pensant que je serai de plus en plus à l'aise. Il se gourre. Voilà. Donc je vais quand même y aller. On va quand même commencer. Donc là, je vais vous faire une petite présentation sur ce que fait Insight, en fait, qui va être beaucoup plus... on va redescendre un petit peu sur Terre, qui va être une application concrète de la vision stratosphérique un peu qu'exposait Jean, et de notre activité, nous, commerciale au quotidien. Pour commencer, je vais faire un petit rappel sur l'historique de la société Insight et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pour rappel, c'est le groupe CIPAC qui avait la carte de revendeur d'imagerie Airbus à l'origine, qui a commencé en 2013. Un premier pivot s'est opéré en 2015, quand on a réalisé que l'imagerie toute seule, ça ne servait pas à grand-chose et que la valorisation était tout aussi importante. Donc on a fait l'entreprise a fait un premier pivot, on a recruté une équipe, on a constitué une équipe et on s'est penché sur la valorisation de l'imagerie satellitaire. En 2019, on a créé la structure Insight, qui n'avait pas d'existence juridique en propre avant. Donc à partir de 2019, on a une existence juridique. Très récemment, enfin un peu plus récemment, en 2021, on a fait un deuxième pivot vers plus la formation et l'accompagnement. J'ai passé un agrément de formateur. Depuis un mois, on est agréé comme organisme de formation indépendant. En 2022, donc le symposium OGS et les symposiums OSS, dont Jean a parlé. Et en 2024, encore la vision de Jean qui a été présenté précédemment, le logo. Alors ça ne veut pas dire, quand je dis pivot, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus toutes ces activités-là. C'est-à-dire qu'on continue de vendre de l'imagerie satellitaire, on continue de faire de la valorisation, on en fait beaucoup moins. Notre rôle premier, il est dans l'accompagnement et la formation. Alors l'imagerie satellitaire, on ne l'a jamais vraiment vendue, on n'a toujours vendu que de l'UIA quasiment, qui est quasi à prix coûtant pour les institutionnels, qui sont la grande majorité de nos clients, quasiment 99%. Une petite slide pour vous rappeler un peu, pour vous présenter notre ADN. Donc j'ai repris un petit peu le logo qu'a présenté Jean tout à l'heure. Nous, notre objectif, c'est vraiment faciliter, mutualiser et rationaliser. Dans l'idée, avoir une picture un peu globale de l'écosystème pour faire en sorte que les outils qu'on met à disposition vont être mutualisables. Un exemple de ça, c'est l'utilisation de l'UIA, donc la licence en fait, DSP1, donc réservée aux utilisateurs institutionnels autorisés, qui permet aux institutions d'accéder à de l'imagerie satellitaire à prix coûtant. Une image d'archive Pléiade, par exemple, ça coûte 1,40 € en archive. Le prix commercial, c'est quasiment 15 ou 20 € en programmation. Donc ça, c'est l'évolution en surface et nombre de produits. On voit bien qu'il y a une nette évolution. En 2019, on avait fait une couverture quasi intégrale, enfin intégrale du pays, récif éloigné compris, petit couac, la donnée n'a été traitée qu'en province sud et sur les récifs éloignés. On a encore de la donnée sur la province nord et la province des îles qui n'a pas été traitée. Cette année, on a la province sud qui a acquis l'intégralité de son territoire. Et on a aussi la Polynésie qui a acquis quelque chose comme 120 images sur son territoire, sous cette licence-là. Alors, cette slide, elle est intéressante. L'idée, c'était de vous représenter, d'essayer de schématiser un petit peu l'imbrication qu'on a au niveau de la Calédonie, l'imbrication géographique et la répartition des compétences. Bon, j'ai essayé de faire un schéma, du coup, j'ai pas réussi, j'ai laissé tomber. C'est trop compliqué, vous le connaissez tous. Encore une fois, l'idée, c'est de garder à l'esprit que les outils qu'on va vouloir déployer, c'est-à-dire que les outils de géomatique, ils sont transverses et qu'ils ne doivent pas être réfléchis en silo, ils doivent être réfléchis en gardant à l'esprit une idée de la big picture.
je ne vais pas revenir dans les détails, hein, mais on a une imbrication spatiale des territoires, une répartition des compétences qui est un petit peu complexe ici, qui prête parfois à confusion. Là, du coup, je vais enchaîner un petit peu sur des cas d'usage, en fait, des réalisations qu'on a pu mener relativement récemment dans les 2 années qui ont précédé. Donc le premier niveau de projet qu'on a mené au niveau pays. On a été contacté très récemment l'année dernière en fait, par la société SCSI, qui avait été contactée par Wallis et Futuna pour la mise en place d'une plateforme SIGE. Donc c'est avec Florian Wormelin de SCSI, qui est là dans la salle aujourd'hui, qu'on a travaillé ensemble en fait, pour répondre au cahier des charges du territoire. Cahier des charges qui en fait demandait de la MOA sur la mise en place d'une plateforme SIG. Donc prestation qui s'est un petit peu transformée en la constitution d'un schéma directeur SIG et qui est passée à travers bien sûr une mission de terrain. On a passé 10 jours très agréables d'ailleurs sur le territoire de Wallis. On a fait le tour de l'intégralité des services territoriaux pour récolter les ressources existantes, les usages, les besoins et les souhaits. Ça, c'est une dimension auquel on attache beaucoup d'importance, c'est la proximité. En fait, il faut vraiment aller voir les techniciens sur le terrain pour bien se rendre compte concrètement de ce qu'ils font déjà et ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas du tout des études qu'on peut mener à distance, ce n'est pas possible. Surtout dans nos territoires où tout passe beaucoup par l'humain, il ne faut vraiment pas hésiter à se déplacer. Donc, alors, l'idée, c'était de mettre en place une infrastructure de données géographiques mutualisable, interopérable. Alors, il y avait des petites préconisations sur l'open source. Donc nous, on est arrivé, enfin moi je suis arrivé personnellement, je viens de la technique, hein, donc je suis arrivé avec une idée un petit peu préconçue. Pour moi c'était un cas d'école. Très bien, l'IDG, PostgreSQL, un serveur de fichiers, des géoserveurs, un catalogue, des serveurs web et des serveurs de cache. Ok, facile. Le problème, c'est que quand on arrive sur le terrain, du tout, ça ne colle pas du tout à la réalité des choses. C'est important de garder les pieds sur terre et de fournir des solutions qui correspondent à la fois aux moyens et qui répondent aux besoins. Mais il faut garder les pieds sur terre. Donc c'est important de garder à l'esprit l'adéquation entre les solutions techniques qu'on va proposer et l'environnement dans lequel on va travailler. Une des premières étapes, un des premiers trucs qu'on a constaté, c'est que finalement, pour arriver là où on voulait en arriver, il y a une première étape de rangement de dossiers, tout simplement. Et alors là, je vais profiter de cette slide et du fait que j'ai des représentants d'Esri dans la salle pour faire une petite note sur les shapefiles. Alors, le shapefile, c'est super, ça a été inventé il y a 30 ans. Bon, moi, j'ai fait mes études avec, hein. On ne dirait pas, mais ça fait 25 ans que j'ai fait mes études. La géomatique, ça conserve un peu, mais toujours est-il que le shapefile, il a 30 ans, et que pour ceux qui connaissent, c'est un format de fichier qui est multifichier, qui a pas mal de limitations, et qui pose énormément de problèmes pour des prestations comme celle-ci. On arrive sur des bureaux, il y a 1 million de fichiers, c'est très compliqué. Donc, le shapefile, on arrête, s'il vous plaît. Fini. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Non, mais alors, moi, vous avez peut-être arrêté de votre côté, mais moi, quand je vais sur le terrain, c'est très présent, véritablement. Non, mais je plaisante, c'est pas personnel, ne le prenez pas personnellement, mais la vérité du terrain, c'est ça. C'est que c'est un format de diffusion qui est encore beaucoup utilisé. Sur le terrain, non. Moi, je vous le confirme, je suis formateur également. Ça fait partie des premières difficultés auxquelles je fais face. Arrêtez avec le shapefile. Mais je conçois que vous l'ayez abandonné, toujours est-il que sur le terrain, il est présent. Un autre niveau géographique d'accompagnement, la province des îles. On a été approché par la province des îles pour justement les accompagner dans la mise en place de leur système d'information géographique. Le premier cas d'usage, la porte d'entrée qu'on a eue pour ce genre de prestations, en fait, ça a été une demande sur la surveillance de leur DPM, le domaine public maritime. Donc on a une expertise de surveillance maritime chez Insight, une expertise thématique, qui est une des rares expertises thématiques poussées qu'on a chez nous, et qui nous a permis un petit peu d'aller voir un petit peu comment ça se passait.
à la province des îles. Donc l'idée, c'était de mettre en place des outils et des stratégies de surveillance du DPM. Tout ça, bien sûr, encore une fois, ça s'inscrit dans un cadre réglementaire avec des objectifs. Donc c'est toujours important, encore une fois, je reviens là-dessus sur cette notion-là, mais c'est important de conserver à l'idée l'état d'esprit, enfin la big picture, pour s'assurer que les moyens qu'on va mettre en œuvre, ils vont être en adéquation, ils vont pouvoir s'inscrire dans un schéma plus global. Donc nous, notre expertise, elle a porté aussi sur les définitions, les spécifications techniques des matériels qu'il allait falloir mettre en place, et toujours en s'inscrivant dans un schéma global. Et ça me permet de faire le lien avec les communes maintenant. Donc au niveau communal, nous on accompagne maintenant depuis presque un an la commune de Yaté dans l'utilisation, en fait, dans la valorisation de sa donnée géographique. Dans l'idée, et là je vais encore une fois me faire le contrepoids de ce qui a été dit beaucoup aujourd'hui, c'est que oui, on a une communauté qui est un pôle d'excellence dans le domaine de la géomatique en Calédonie, mais il y a parfois des laissés pour compte, que sont souvent les petites communes de brousse, qui n'ont pas les ressources ni les moyens de véritablement valoriser les outils de la géomatique. Ils n'ont pas tout simplement de géomaticiens. Donc dans l'idée, ce qu'on voudrait mettre en place, nous, c'est des équipes de géomaticiens volants, en fait, si vous voulez, des équipes qui sont mutualisables sur plusieurs communes de brousse. Pour ça, la méthodologie qu'on applique, elle est tout le temps la même. On va aller voir Marais là sous peu, on va appliquer la même méthodologie. Il y a une première phase de collecte de données. On fait un inventaire de ce qui existe à droite à gauche. Encore une fois, on s'inscrit dans ce qui existe déjà. Une des premières choses qu'on a abordées avec la commune de Yaté, par exemple, c'était l'adhésion à la convention du Sérail, pour s'assurer que du coup, ce qui existe déjà, ce qui est bien fait, ce qui fonctionne, ce soit applicable partout. Donc on collecte la donnée et on la met en forme. Alors, je vais vous faire une petite keynote en mode Apple, mais par exemple, le SIG de la commune de Yaté, c'est cette clé USB-là. C'est-à-dire qu'on est c'est presque de la low-tech ce qu'on fait, mais ça correspond finalement, ça répond aux besoins. Et finalement, une simple arborescence avec une bonne nomenclature de dossiers, des géopackages, ce genre de choses, une simple structuration de la donnée suffit à répondre aux besoins. Alors je dis, ce n'est pas notre objectif final, hein. Nous on voudrait déployer des clients web, avoir des plateformes sexy, ce genre de choses, mais pour l'instant, pour répondre aux besoins, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Leur besoin immédiat, il n'est pas là. Et donc nous on adapte des solutions vraiment assez simples techniquement. Du coup, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a fait cette phase de collecte et de mise en forme de données, on a toutes les cartes en main en fait, pour aller produire des produits qui sont assez basiques pour la plupart d'entre vous, qui êtes des professionnels, mais qui sont difficiles d'accès pour des petites communes. Des produits aussi simples que des atlas communaux, qui reprennent les grands chiffres de la commune, quelle est la superficie de ma commune, quelle est la répartition du foncier, combien d'hectares j'ai de foncier communal, combien j'ai de linéaires routiers, ce genre de petites questions, auxquelles il est très facile de répondre une fois que le SIG est en place. Là, c'est une cartographie justement de la répartition foncière communale versus de droit coutumier. Les atlas routiers également, c'est quelque chose qu'on nous a demandé récemment, et ça, c'est des demandes qui ont été exprimées véritablement par les services techniques. On instaure du coup des permanences, on va dans les bureaux des services techniques, on voit avec eux quels sont leurs process, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et qu'est-ce qu'on peut leur apporter qui vont leur faire gagner 5, 10, 15, 20 minutes par jour. Et les conclusions, c'est que c'est des produits simples comme ça. Des atlas routiers, la mise en place de QField par exemple sur le terrain qui leur permet d'avoir de la donnée sur le terrain. Et enfin, dernière partie, nous, dans notre vision à long terme, en fait, on a aussi tout un volet sur l'accompagnement et la formation. Alors d'abord la formation, parce qu'on n'a pas vocation à faire ce qu'on fait là ad vitam. On aimerait bien trouver des personnels qui soient
qu'on puisse accompagner, qu'on puisse former pour qu'ils montent en compétences, à la limite qu'ils puissent embaucher et fixer des emplois des jeunes des communes, des institutions, pour qu'ils aient finalement ce puits de compétences, mais localement, qui soit fixé. Donc nous, on attache beaucoup d'importance à la formation. Donc comme je vous l'ai dit, on est organisme de formation. Moi, je suis formateur QGIS, donc c'est quelque chose qu'on a vocation à faire sur le long terme. Je ne vous cache pas que sur des communes comme IAT, on en est encore loin, on n'en est pas là. On va commencer des formations, mais d'ici à ce qu'on ait des géomaticiens sur la commune de IAT, ça va prendre un petit peu de temps. L'autre partie, la partie accompagnement, en fait, on en a parlé là, pendant les journées LIDAR, par exemple, le projet RLNC, qui est un projet fonds vert du coup monté par le gouvernement, par exemple, lui, a des horizons pour la donnée LIDAR, le traitement, tout ça, que Myriam annonçait à 3 voire 5 ans avec les calculs d'études. Les agendas des mairies sont à plus courte échéance que ça. Du coup, notre réflexion a porté sur, répondre à la question, est-ce qu'on peut intégrer des zones de la commune de IAT dans le RLNC? C'est en discussion, mais il n'empêche que de toute façon, les agendas ne changeront pas. On sera toujours à horizon 3 ou 5 ans. Du coup, on réfléchit avec la commune de IAT pour les accompagner, pour monter un projet complet d'acquisition et de traitement de données géospatiales sur le risque littoral. Et ça, c'est quelque chose qui du coup, reboucle avec les écosystèmes que décrivait Jean tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir connaissance de tous ces appels à projets, toutes ces consultations, ces AMI, pour pouvoir les inscrire. Et monter des dossiers, c'est jamais très facile. Donc nous, on apporte également notre expertise, notre petite expertise dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Sébastien.